Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle chaleur. Quelle chaleur, quelle chaleur. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Je suis de retour sur le petit spot, un des spots auquel on s'entraîne avec les stagiaires. Ça c'est le spot où je vais choisir mes orties. En ce moment, bon, elles n'aiment pas trop ça, quoi. Ils sont en train de se faire manger. Certainement parce qu'il fait très chaud, quoi. Il pleut pas assez. Voilà, donc j'espère trouver d'autres spots près de l'eau où elles soient un petit peu plus fournies, quoi. Elles sont immenses, hein. C'est des orties qui font plus grand que la main, comme je vous ai déjà montré, mais bon, elles sont perforées. Alors je fais attention en même temps aux tiques. Je vais peut-être pas rester assis. Je fais attention en même temps aux tiques, tout simplement. Parce que c'est des petites bestioles qui montent. Alors toi, comme je suis en short, je peux facilement les voir. Les sentir me chatouiller les poils, comme on dit. Voilà, donc j'aurais voulu m'asseoir parce que je suis crevé. J'ai fait l'entraînement à jeun un petit peu trop tôt ce matin. Et voilà, donc j'avais pas du tout l'intention de m'entraîner autant, quoi. Mais comme j'avais un rendez-vous, j'en ai profité pour m'entraîner avant. Voilà, quitte à être debout, autant faire sa séance. Voilà, donc le petit spot où on fait des stages. Alors, on a un point de repli là jusqu'à la fin du mois. Donc merci à ceux qui se sont inscrits là pour des cours particuliers cette semaine. Donc je peux encore faire mes stages cette semaine, les stages le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et quelques jours en particulier encore, jusqu'au jeudi 30. Voilà, donc avis aux amateurs, aux amatrices qui veulent faire des cours particuliers ou des stages. L'avantage des stages, c'est que, comme j'ai déjà expliqué, je peux vous dire tout ce que je ne peux pas dire à la vidéo pour des tas de choses, par exemple pour des termes techniques, hein. Par exemple, si vous voulez qu'on parle par exemple de purge et huile de ricin ou de lavement au café, etc. Donc c'est quelque chose d'assez technique. Je ne vais pas vous montrer comment je fais, mais je vais au moins vous expliquer tous les détails. Il faudra prendre des notes. Si vous voulez me parler comment faire des régimes cétogènes, comment sécher assez rapidement, je peux vous expliquer ça, comment prendre du muscle assez rapidement aussi. Surtout que là j'ai ma petite salle d'entraînement et on pourra travailler. C'est Pascal qui est venu là, qui a mon âge et qui est à la retraite et qui a compris que à la retraite il ne va pas rester à s'emmerder. Et donc il s'est acheté quelques haltères sur mes conseils et il s'est mis kettlebell et haltères à faire sa muscu, quoi. Et c'est très bien, comme ça permet de se retonifier, de revivre une nouvelle jeunesse, parce que c'est bien beau d'arriver, je dirais pratiquement de nos jours par miracle, à la retraite. Alors, si on est des gens qui sommes pratiquants du jeûne, de la méditation, voire du jeûne intermittent, du végétarisme, ou du sport ou de l'action en général, évidemment c'est plus facile d'arriver à la retraite que si vous acidifiez votre sang constamment, quoi. Bon, ça je vous l'ai déjà dit. Après pour tous les détails, voilà, moi j'ai fait des livres pour expliquer, hein, l'alimentation ninja. Il y a une question qui m'a été posée pendant mon live, pardon, qui était, comme j'ai fait un livre sur la psychothérapie par les arts martiaux, je l'ai fait avant de pratiquer le Systema. Donc je connaissais du Systema à l'époque, en 2005, que
que les échauffements, les roulades au sol, que j'avais déjà incorporé justement, les roulades Kalachnikov, les mouvements au sol, que j'avais incorporé à mes entraînements, surtout les entraînements de cascadeurs, étant donné que en systémant, on fait des réceptions au sol sans tatami, quoi, parce que dans la nature, dans la vie réelle, il n'y a pas de tatami quand on nous agresse ou quand on doit sauter. Et toute personne qui est persuadée d'avoir la vérité en faisant des roulades, par exemple d'aiki assez rapides, ou des claqués en judo, dans la nature, sur le béton, il faudrait voir si ça marche. Parce que je vois que Jigoro Kano a pris les techniques de lutte, mais il n'a pas pris les chutes de lutte. Donc, il faut se faire attention à ça. Tous ceux qui ont critiqué ma façon, par exemple, de faire des roulades, des chutes et tout ça, j'en connais un qui est sur un fauteuil roulant, j'en connais un autre qui s'est fait opérer les genoux, un autre qui a des cervicales en vrac, et qui ne peut plus tourner la tête depuis, je dirais qu'il a 45-50 ans, par arthrose. Hein. Donc voilà, moi je suis en constante expérimentation. Après, quand je trouve quelque chose qui est bon, je le fais. Alors, est-ce que quelque chose qui est bon à 30 ans sera bon à 60? C'est pas évident. Maintenant, ce qui est bon à 60 est bon à 30 ans. Tu vois, maintenant, est-ce que moi j'ai envie, là, à 65 ans, d'aller courir contre l'arbre qui est en face de moi et de faire un supérieur, comme j'ai sur ma vidéo d'introduction, que j'ai fait ça jusqu'à 50 ans à peu près? Non, ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça m'intéresse pas. J'en ai plus l'envie ou les réserves énergétiques, je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai plus la motivation pour faire ça. Mais je sais le faire. S'il fallait que je le fasse, parce que c'était un accident ou une explosion, le corps, la mémoire musculaire le ferait. Par contre, quand je le faisais à 50 ans, vous voyez la vidéo où j'ai 51 ans, où je fais des accros, quand j'avais 50 ans et que je faisais encore des sopères comme ça en courant sur le mur, il y en avait qui avaient 20 ans qui disaient « ouais, ça sert à rien ». Bah, si à 20 ans tu dis « ça sert à rien », n'oublie pas que tous ceux qu'on n'utilise pas, le cerveau s'en débarrasse. Hein. Toutes les connexions neuronales qu'on n'utilise pas, alors déjà, si on les a pas... Ben, il les a pas, hein. Et s'il les a et qu'il les utilise pas, eh ben, il s'en débarrasse. Donc la survie, le confort, ça n'a rien à voir. Hein. C'est où tu es dans le confort, ou tu es dans la survie. Si tu es dans le confort, tu es dans l'habituation, tu fais ce que tu as l'habitude de faire. Personne n'a évolué en faisant son confort. Je ne pense pas que Christophe Colomb, quand il est parti sur ses caravelles, ni lui ni son équipage n'avaient ce qu'on appelle un confort. Parce que je ne sais pas s'ils dormaient dans des hamacs ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas combien de mois de traversée, ça devait pas être intéressant, quoi. En sachant qu'ils ne savaient pas où ils allaient, ni combien de temps il fallait, ni ce qu'ils allaient trouver. Hein. Donc, le confort, c'est l'inverse de l'aventure, quoi. Donc, le confort, tu sais ce que tu vas trouver demain. Alors, si tu n'es pas content de ce que tu trouves demain, bah, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Si tu fais toujours la même chose, si tu restes dans ta zone de confort, faut pas se plaindre que ta vie t'emmerde, que ta vie ne te permet pas d'évoluer. Il y a des gens qui me posent la question, comment on fait, par exemple, pour arrêter la masturbation excessive, ou comment faire pour perdre du poids, ou comment faire pour prendre du muscle, par exemple. Et est-ce que ces gens-là méditent? Est-ce qu'ils font mes conseils? Est-ce qu'ils suivent mes conseils? Est-ce qu'ils ont acheté mes livres? Est-ce qu'ils sont végétariens? Est-ce qu'ils prennent des douches froides? Est-ce qu'ils font du stretching? Est-ce qu'ils font circuler leur énergie comme ça? Ou ils se retrouvent à 11 h du soir avec beaucoup trop d'énergie à évacuer et ça passe par les coucougnettes ou le sac de frappe, hein, c'est-à-dire inflammation du foie, trop d'énergie, ça bloque et puis il faut évacuer ça, quoi. Il faut un exutoire. Bon.
Voilà, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Ce que disait, comment il s'appelle, Einstein, il disait, la plus grande des conneries, c'est faire toujours la même chose et puis se plaindre d'avoir toujours le même résultat, quoi. Le changement, c'est l'aventure, et la résistance au changement, bah, c'est ce petit confort. Je sais pas, moi je m'emmerderais si je parlais qu'une langue, par exemple. Je m'emmerderais si j'étais jamais sorti de la France. Là, ça va être le 2e été, je crois, que je passe en France depuis des années. Bah, je commence à m'emmerder sec, hein, les copains. L'année dernière, je suis resté en France parce que j'avais pas le choix, quoi, tu vois. 2020, j'avais été en Russie en février. Parce que, voilà, parce que je sentais venir qu'on allait être bloqué, donc vite fait je suis allé en Russie et après j'ai pas pu puisqu'on était tous bloqués. Mais voilà, donc ça va être pratiquement le 3e été que je passe en France, mais bon, j'en profite aussi pour dire aux gens, ben voilà, je peux pas aller m'entraîner à l'étranger, ben venez vous, ça fera beaucoup moins loin qu'aller faire 15 000 km pour aller au Japon. Je compte comment on appelle ça, 15 000 km aller, 15 000 km retour, hein, plus, enfin plus, y compris les voyages en train dans le Japon. Hein, donc c'est beaucoup plus simple de venir à Saintes, de prendre une toile, pas une toile, mais une bâche, et puis d'aller se mettre dans la nature, qui est superbe ici, hein, sublime. Hein. Ou d'aller dans Airbnb, au camping municipal, ça dépend. C'est pas encore. Si vous prenez une toile de tente, il vaut mieux aller au camping. Hein. Si vous voulez vous la faire un peu survie, ben vous venez avec juste une bâche, un tapis de sol et un petit duvet à la rigueur, ou un drap, ou une couverture. Ça a été fait, les stagiaires l'ont fait. Mais tout le monde n'a pas envie d'être en connexion avec la nature. Tout le monde a envie de venir avec son petit téléphone portable. Parce que les gens, ils viennent en camping, par exemple, comme ça, où ils vont faire du camping sauvage, et dès qu'ils arrivent chez moi, je peux brancher mon téléphone. C'est pas vraiment ça encore, hein, les copains. C'est pas se connecter avec la nature, c'est se connecter avec la nature. C'est pas de parler à maman ou à Bobonne quand on est dans les bois. Le soir, à 11 h du soir, avec sa lampe de poche ou son téléphone qui fait de la lumière. Vous allez attirer les moustiques et déranger la nature, on va dire. Voilà, donc dans l'espoir qu'on ne soit pas bloqué avec des histoires de passe pour les trains, etc. Vaccinal, évidemment. Donc, il reste encore des stages là pour le mois de juin. C'est là où il fait le moins chaud, et c'est là où on aura le plus l'occasion de pouvoir s'entraîner. Et après, bah évidemment, j'allais dire si Dieu veut, juillet-août, voilà. Juillet-août, tous les vendredis, samedis, dimanches, lundis. Alors évidemment, c'est mieux si je vous envoie des dates marquées avec une belle affiche, avec tous les week-ends du mois de juillet, tous les week-ends du mois d'août, pour vous éviter de regarder un calendrier. Mais je ne le ferai pas, parce que quand même, il faut... Tu vois, comme j'ai dit dans mon live, si demain tout pétait, comment vous ferez? Sans électricité, sans rien, comment vous allez faire? Sans frigo, sans bidoche, sans sucre, au bout de quelques semaines, comment vous allez faire? Parce que c'est bien beau de regarder des vidéos où on vous apprend à bouffer l'écorce des arbres, mais je sais pas où vous habitez, mais si vous habitez à Paris, je crois que il n'y aura plus de métro, il n'y aura plus de train, il n'y aura plus rien. Alors s'il n'y a plus d'électricité, il faut savoir que les métros seront inondés, hein, puisque les métros sont sans arrêt pompés, hein, à cause que c'est sous le niveau de la Seine. Hein. Donc si on arrête les pompes, ils sont inondés directement. Donc vous ne pourrez pas vous réfugier dans le métro, vous ne pourrez pas manger l'écorce des arbres, parce qu'il y a 10 millions de personnes qui vont en bouffer l'écorce de 5000 arbres, quoi. Il y a un petit vent tiède là, tu vois, j'aime bien.
J'aime pas trop quand il fait chaud, mais j'aime pas non plus quand comme il y a encore 2 jours où je faisais du vélo et j'avais l'impression d'être dans un four. Alors je m'étais dit tiens, je vais prendre le vélo parce que avec le vent ça va me rafraîchir. Mais j'irai pas à pied parce que si j'y vais à pied, il fait 42 degrés, donc si j'y vais à pied, je vais rester longtemps. Sous le soleil. J'aurais dû y aller à pied et faire la marche de la Légion. Donc ce serait beaucoup plus facile. J'aurais moins souffert en marchant comme un légionnaire jusqu'au magasin diététique aller-retour, même si ça m'aurait coûté une demi-heure au soleil, plutôt que de faire 10 minutes de vélo avec le vent brûlant, mais brûlant comme un sèche-cheveux là, quand vous le mettez à fond. Parce que c'est pas de l'air frais, hein, tu vois. D'ailleurs quand je faisais ça, comme ça, pas, mais vraiment, ça me chauffait la main, quoi. Ah, alors là, c'est une bestiole, c'est un moustique, un petit moustique de marée, j'aime pas ça. Déjà, il est tôt, hein. Là, il doit être 4 h de l'après-midi, 4 h 30, et il y a déjà les moustiques. Vous voyez, c'est bien d'avoir des poils aux pattes, hein. C'est comme ça, dès que vous avez une bestiole qui vous monte dessus, hop, vous êtes averti. Voilà donc les enfants, camarades, comme dirait l'autre, on se donne rendez-vous en pleine nature, on se donne rendez-vous pour se retrouver ensemble, pour travailler la résistance au stress, la gestion du stress. On va mettre l'accent là-dessus parce que moi ce qui m'intéresse c'est de mettre l'accent sur ce qui est utile. Par exemple, on fait un stage sur les machettes, sur les couteaux, sur les haches, les attaques aux haches. Hein. Donc évidemment je ne vais pas le faire en nature, donc j'ai un lieu où on peut travailler ça, parfois dans un espace assez restreint, ce qui est toujours assez intéressant et réaliste, savoir comment on peut se débrouiller, quoi. Utiliser l'espace qui nous est offert ou imposé par l'environnement. Et puis d'un autre côté, eh bien, quand on est dehors comme ça, on travaille sur la gestion du stress, mais aussi quand on est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Hein. On va s'adapter. Tous ceux qui sont venus au stage le savent. Après, chaque fois que vous venez au stage, ça vous fait, pour ceux qui sont déjà venus, ça vous fait un rappel qui vous permet un petit peu de voir où vous en êtes. Et si vous avez compris ce qu'on avait déjà vu, ce que beaucoup me disent, ah ben non, parce que on va refaire les mêmes choses. Et puis en fin de compte, quand ils viennent, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié, par exemple, les Yamas, les Tibétains, ou alors ils les avaient mal compris, ou alors petit à petit, ils les faisaient de plus en plus mal parce qu'ils étaient plus tendus. Quelle est la chose la plus importante dans un travail de self-défense? Évidemment, ça va être la gestion du stress, la gestion de l'environnement, la gestion de la structure, le temps, la détermination, enfin tout ce que j'ai écrit. Je vous lirai les passages de mon livre que j'ai commencé d'ailleurs, hein, bien sûr, il ne faudra pas les enregistrer, mais je vous lirai comme j'ai fait à midi là, dans mon live, à 13 h. Je vous lirai des passages comme ça que j'imprimerai de mon futur livre qui est bien parti là sur le système ADROB. Alors évidemment, je ne vais pas m'épancher sur chaque technique, mais encore une fois, ce sera un travail de, comment on appelle ça, de principes de base, hein, des principes à avoir, comme le systéma. Hein. Le systéma, c'est un travail de principe, hein, je l'explique bien dans mon livre. Et si vous regardez par exemple les écoles du Bujinkan, vous avez par exemple Gyokoryu Koshizutsu. Donc Gyokoryu, c'est le nom de l'école, hein, donc ça on s'en fiche un peu, c'est le nom de l'école. Hein, voilà, l'école ne donne pas le sens de la technique. Ce qui va donner le sens de la technique, c'est le titre, hein, Gyokoryu Koshijutsu. C'est-à-dire dans cette technique, on prend la base de frapper sur les tendons, pardon. Alors ce qui est marrant, sur Wikipédia, il y avait marqué Koshijutsu, frapper les os et les doigts. Encore des mecs, tu vois, ou des nanas, j'en sais rien, mais enfin, encore des allumés. À mon avis, je pense que c'est les gens de Tanemura. Hein. Des gens qui croient tout savoir et qui font du bordel à des traductions en emporte-pièce. Alors, je répète, Kotsu, c'est l'os. Shitsu, c'est le muscle. Koshi, c'est le muscle os, c'est-à-dire le tendon, ce qu'il y a entre les deux.
hein, comme vous avez le tronc, la branche et la feuille. D'accord? Comme vous avez, comment on peut dire, le pied, la main, pardon, T, le poignet, kubité, c'est-à-dire le coup du poignet. D'accord? Enfin, ça me fait marrer, parce que, évidemment, dans une des écritures, Shi, c'est aussi le doigt, mais aller me dire Koshi Jutsu, l'art de casser les os et les doigts, ah non, mais là, faut aller chercher loin, les copains. C'est des gens, là, ils écrivent sur Wikipédia, les mecs, hein, ils écrivent sur Wikipédia. Ils prennent le truc japonais, ils te mettent le truc en japonais, le nom japonais de l'école, et ils sont contents. Koshi Jutsu, l'art de frapper sur les doigts, de casser les doigts. Ah bon? Moi, je connais une bonne vingtaine de techniques du Koshi Jutsu, l'école Gyokoryu. À aucun moment, on casse les doigts. Hein. Bon, c'est mon côté, je me fous de la gueule des gens qui veulent se la péter et qui n'ont aucune culture. Voilà, c'est parce que je trouve ça aberrant, mais ça fait 40 ans que je subis ça, quoi. Que ce soit aussi bien quand j'étudiais le judo, karaté, etc. Puis j'allais au-delà, je faisais des recherches et tout. Bon, c'est pas grave. Mais par exemple, dans le Bujinkan, c'est là où j'ai vu le plus de personnes qui racontaient des conneries. Hein. Ils racontaient... Bon, c'est vrai qu'en karaté, les gens, ils étaient encore à l'époque de Docteur Justice, où ils disaient qu'on pouvait tuer un tigre à main nue. Que tel professeur au Japon ou en Chine tuait les tigres à main nue. Voilà, donc, bref. C'est là qu'on va vous raconter, par exemple, l'école Kotoryu, qui veut dire projeter le tigre, tu vois. Mais voilà, les gens ne savent pas ce que représente le tigre. Alors, surtout que c'est une école chinoise, au départ. Très yin-yang, enfin bref, je ne vais rien expliquer ici. Ils ont qu'à se démerder à faire des recherches. J'expliquerai ça peut-être un jour, les petits que Hatsumi Sensei m'avait dit, et c'est sous vos yeux, hein, les copains. Ceux qui sont des anciens du Bujinkan, c'était sous leurs yeux, mais ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu parce que ils sont teubés, quoi. Ils ont cru en des personnes qui étaient complètement allumées, complètement mythomanes, comment on appelle ça, mégalomanes, et qui ne savaient pas parler japonais, ni écrire japonais, ni lire japonais. Et si éventuellement après ils ont appris, etc., ils sont passés à côté de l'essentiel. Ah, peut-être que j'en parlerai un jour, les amis. Peut-être que je vais en parler dans mon livre. Tiens, c'est une bonne idée que je vous en parle, parce que ça vaut quand même le coup que je raconte un petit peu ce que je sais. Des mensonges un petit peu des gens qui voulaient, même qui faisaient des articles sur des magazines, hein, il y en a. Hein, qui racontait des trucs sur les shurikens, sur le couteau et tout ça. Mais il parlait des techniques de couteau ninja, quoi. Bon, le couteau ninja, c'est un petit peu le nunchaku coréen, quoi, tu vois, ou je sais pas moi, le lance-pierre chinois, quoi. C'est des trucs, oh, n'importe quoi, quoi. Ben, ça fait vendre, hein, ça fait vendre. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait vendre, et puis bon, l'avantage d'être à Paris, c'est que y a plus de teubés, quoi. C'est-à-dire par rapport au nombre de personnes. Hein. C'est-à-dire vous avez 10 millions de personnes, c'est une personne sur 100 est vraiment un teubé, quoi. Tu vois, vraiment un type qui a besoin de reconnaissance ou de se protéger dans un groupe. Il est prêt à balancer toute sa pension d'handicapé mentale dans un club pour... toi, nous, on en a, je sais pas, peut-être 3, 4 à 5, parce qu'on n'est pas beaucoup, quoi. Mais à Paris, il va y en avoir des milliers, quoi. Donc c'est ce qui fait que... Il y a plus de teubés sur 10 millions d'habitants que sur 25 000, c'est normal. Hein. Je ne dis pas que les Parisiens sont plus teubés, je dis simplement qu'il y en a plus au kilomètre carré, quoi. Déjà parce qu'ils sont comprimés, et ensuite parce que la région parisienne et tout ça, ça fait 10 millions d'habitants, quoi. Donc c'est pour ça que les dojos, quand vous avez là-bas, vous trouvez des gens qui sont prêts à croire n'importe quoi, et surtout le pire, à répéter n'importe quoi, quoi. Voilà. Mais alors le coup du casser les doigts, là, c'est... Le coup de casser les doigts, là j'ai trouvé ça génial, quoi. Casser les os et les doigts, quoi. Enfin, c'est comme le gars qui croyait, qui voulait se faire enfermer dans une cage avec un tigre dans les années 70, là.
Sanson, il s'appelait, c'est un black. Il devait marcher à la cocaïne et au cannabis lui aussi, comme beaucoup dans les arts martiaux là, du cinéma déjà à l'époque. Et lui, il voulait qu'on l'enferme avec un nunchaku dans une cage avec un tigre. Bon, entre ça et puis la légende de Yoongi Choi, là, celui qui se faisait appeler Oyama, et soi-disant qui tuait les taureaux à main nue ou qui décornait les taureaux. Ah ouais, mais c'est bien de se faire des légendes comme ça. Après, on fait des films. Ce qui est marrant, c'est quand j'ai vu Fighter in the Wind, la dernière image, tu vois un taureau géant, quoi. Et lui tout petit à côté. Et quand tu regardes la vidéo de promotion qu'avait fait le Kyokushinkai, justement, vidéo que j'avais acheté au Japon, tu vois un tout petit taurillon, tu sais, que tu peux voir dans le Pays Basque quand les enfants s'entraînent, tu vois, ils font du lâcher de taureau, un tout petit taurillon qui t'arrive à peu près qui t'arrive à la taille, quoi, toi. Ah, les mecs confondent cinéma et réalité, hein, c'est quand même là. On a vraiment été absorbé par le comment on appelle ça, manipulation mentale, ouais, la manipulation, le lavage de cerveau d'Hollywood, Metro-Goldwyn-Mayer et compagnie, là, tu sais. Eh bien, Chuck Norris, Bruce Lee, tout ça, on a vraiment, on a eu putain de lavage de cerveau. Et pareil avec les films après qui ont été faits à propos des légendes. Non, vous voulez voir des bons films, par exemple, sur l'art martial, regardez les films sur les arts martiaux, pardon, sur les sports de combat comme le judo, regardez le film Sugata Shanshiro sur la vie de Jigoro Kano avec Toshiro Mifune. Alors il y avait deux versions. Il y avait Sugata Shanshiro alors, je sais pas si c'était sous le même titre, hein. Donc il y en a un, c'est en 2 épisodes, et je crois que j'en ai parlé dans une vidéo là, ces derniers jours. C'est des films des années 60, bien sûr. Alors bien sûr, souvent il y a de la musique de western, toi, dans ces films-là. Et ça te donne un petit peu oui, la légende du grand judo. Ouais. Je crois qu'il y en a un, c'était la légende du grand judo, l'autre c'était Sugata Shanshiro. Et à chaque fois, on te parle un petit peu comment le judo est né. Et évidemment, tu ne vois pas Jigoro Kano aller chercher les techniques dans une église chrétienne à Tokyo pour trouver dans la bibliothèque des livres où il y a de la lutte. Hein. Mais il le dit dans sa bio. Ça a été écrit dans sa bio. Donc il n'y a pas de... Comment on dit ? Il n'y a pas de secret. Tout est sous vos yeux, mais les 3 quarts ne veulent pas le voir. Tout est sous leurs yeux. Maintenant, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu vas pas lui dire, hein, le mec, il te parle d'armure, de sabre, d'épée et de karaté. Quel est le lien? Bah, si tu fais les techniques de karaté contre un mec qui a une armure et une épée, t'as plus le bras. Bon, enfin bref. Donc, la personne me dit, mais pourquoi tu vas pas lui en parler? C'est Hichem, hein, l'ancien stagiaire qui est venu dernièrement. Il me dit, mais pourquoi tu vas pas lui dire? Je dis, parce que j'ai pas envie de casser son rêve, le pauvre gars. Ça se trouve, ça fait 20 ans qu'il fait du karaté, il est persuadé que c'est un art martial. Il faudrait pas lui dire, tu sais, ton truc, c'est c'est du truc qui vient d'Okinawa, qui avant venait de Chine, et le Kyokushinkai que tu pratiques a été fait par un Coréen qui a pris un nom japonais, et qui a bâti sa légende en cassant des briques qui n'étaient pas cuites, des pastèques qui étaient trop mûres, de la glace qui était bourrée de micros, comment on appelle ça, bulles d'air. Enfin, tous ceux qui vont à Bercy, quand même, ils ne vont pas s'imaginer que c'est de la vraie casse, de vrais blocs de glace, avec des vraies briques, avec... c'est que les mecs sur Internet qui ont 25 ans et des pecs parce qu'ils ont pris des hormones, toi, et puis tu les vois dans la salle de muscu porter des poids immenses sans avoir une contraction ou un rictus sur la joue ou sur le cou, quoi. Parce que c'est des poids en plastoc qu'on achète sur Internet et qui sont creux, qui sont exactement les reproductions des poids de 20 kg qu'on a dans les salles de muscu. Donc le mec il vient tôt le matin avec ses poids, hein, et puis se filme en train de faire ça. Le mec il a genre 150 kg, la barre elle bouge même pas, elle n'est même pas tordue. Quand il la repose, ça fait un tout petit bruit. Bon, pourquoi faire ça?
Pourquoi faire ça? Pour avoir 1 million de vues de plus? Bah, il va les avoir, ces millions de vues. Les mecs, ils vont dire, regarde, il y a un teubé qui se fout de notre gueule. Voilà, ou les fausses agressions qu'on voit dans les salles de muscu. Le mec qui vient avec sa caméra, il fait semblant d'agresser des gars qui ont dit des conneries de lui sur Internet. Je trouve ça petit, je trouve ça dommage, je trouve ça... Pas besoin de faire ça quand même. La réalité, le plus simple, ce qui est vrai est simple. Donc quand on vous sort des katas, pam, non, c'est pas vrai. Dès le moment que tu as frappé une fois sur le bonhomme, à moins que le mec soit bourré, paralysé ou attaché, c'est une fois qu'il a pris un coup, il recule. Ou il tombe. Ou à la rigueur, il te regarde, t'en mets un deuxième, mais... si tu fous 5-6 coups de poing sur quelqu'un et qu'il est encore debout, c'est que tes coups de poing sont pas efficaces, quoi. Je sais pas, il faudrait se poser des questions, quoi. Les mecs, c'est pas des sacs de frappe, quoi. Donc, ne confondez pas l'entraînement de la survie et un exutoire à votre violence, à votre colère, un défoulement rageux à taper sur des sacs de frappe, à vous casser les poings, à vous faire mal, à vous faire souffrir. Ouais, je peux plus bouger le lendemain, ouais, je me suis bien entraîné. Non, tu t'es déchiré les muscles et tu t'es hyper acidifié le sang. C'est tout. Et ça gonfle parce que ton corps fait des œdèmes. Alors tu as l'impression d'avoir du volume, mais c'est des œdèmes. Le corps fait des œdèmes le temps de réparer pour un petit peu diluer les acides et stopper un petit peu l'inflammation. Voir le dernier numéro de Sport et Vie si vous ne me croyez pas. Parce que moi je l'ai appris à la fac, je voulais répéter il y a à peu près 8 ans, mais beaucoup ne m'ont pas cru. Eh ben tant pis. Continue à croire. Si vous regardez les mecs super costauds qui ont 45 de bras ou 50 de bras et que vous pensez que vous allez faire pareil en vous entraînant sans prendre pour à peu près, je dirais, 400 à 500 € par semaine de dopant, eh ben vous mettez un doigt dans l'œil. Pourquoi les mecs veulent devenir professionnels? Parce que ils en ont marre de dépenser énormément d'argent dans des produits, dans des chimies, dans des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire ce qu'ils appellent la chimie. Il y a une vidéo là sur The Rob, je crois qu'il s'appelle, où il y a un gars qui explique qu'il s'est retrouvé avec un deuxième trou de balle, hein, c'est-à-dire une espèce de fistule au cul, et donc il commençait à guérir. Il a pris des hormones de croissance parce qu'il voulait sa carte professionnelle. Et puis en fin de compte, voilà quoi, il a dû tout arrêter. Après il a repris, il s'est rechargé, hein, le mec. Hein. Mais bon, c'est sa vie. Seulement, ouais, il dit bien qu'il en a marre de dépenser des ronds pour pas grand chose. Bon, lui il est pompier, je crois, donc dans son travail, il a un travail, il est père de famille. Mais le truc, c'est qu'il dit que ça lui coûte très très cher, quoi. Il donne le prix, hein. Ça coûte très très cher les préparations comme ça. Et t'as des piqûres à 1000 €, quoi, là, quand même. Hein. Hormones de croissance, machin et compagnie, quoi. C'est pas donné. Et donc, en fin de compte, quand t'es pro, ben, au moins t'es payé, au moins t'es... c'est-à-dire, tu ne peux pas en vivre, hein, mais au moins tu es remboursé de tes produits chimiques qui te coûtent une blinde, quoi. Parce que quand tu as une famille, quand même, tu as intérêt que ta femme travaille et que tes gosses ne coûtent pas trop cher. Hein. Donc, parce que toi, quand tu te gaves, quand tu fais 7 repas par jour, tu te piques tous les je sais pas combien, tu dois prendre des 400 € de complémentaires, des machins complémentaires par semaine. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Et les préparations, parfois, c'est jusqu'à 1500 € par semaine, mais ça, je ne vais pas vous donner des chiffres exacts parce que ça change de plus en plus. Les produits évoluent, quoi. Et puis tu as des gens qui te vendent des produits moins chers qui viennent de Chine ou de Russie ou enfin en tout cas des pays de l'Est. Et on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Donc comme produit. Donc comment dire? Est-ce que ça vaut le coup de faire le cacou, ça, juste pour faire de prendre tous ces produits pour faire le cacou devant les gonzesses? Allez déjà au maximum de votre génétique, que vous soyez gosse d'alcoolo, voilà, quoi. C'est pas un problème, quoi, je veux dire. Moi j'étais rachitique, j'étais en couveuse, je pouvais pas bouger, j'étais tout bleu à la naissance, j'aurais dû mourir, j'aurais dû même mourir quand j'étais enfant. Voilà, ben, je m'en suis sorti, mais j'ai jamais pris un produit, quoi, toi. Ça m'intéresse pas. Allez au maximum de votre patrimoine génétique. Je peux même pas dire que je suis allé au maximum de mon patrimoine génétique. Hein.
parce que j'ai pas la discipline de m'entraîner régulièrement pour faire des concours. Hein. Enfin, je veux du muscle utile qui puisse être utilisable, on va dire, effectif dans un combat, quoi. Moi, je suis plus près du guerrier, on va dire, survivaliste, hein, du chat maigre, hein, que du bodybuilder. Hein. Ça, c'est clair et net. Même si j'adore travailler avec des poids. Allez, gros bisous les amis, c'est le signal qui me dit qu'il faut que je vous quitte. À bientôt.